Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Salut! Instant confession. J'étais en train de préparer un super épisode dont l'idée mijote depuis le printemps dernier et qui entre-temps a pris une vie propre, est parti dans tous les sens et mérite encore du boulot avant d'être vraiment prêt. Donc en attendant, je te propose un épisode un peu différent où je sors une de mes petites collections. Souvent, quand je commence à prêter attention à un phénomène, et avant de l'approfondir vraiment, je commence à le voir se décliner un peu partout, alors je commence une liste, parce que j'aime bien faire des listes. Pour cette fois, j'étais partie du vocabulaire qui sert à désigner les femmes et uniquement les femmes, pour en faire une catégorie à part. D'abord dans l'histoire, parce que j'avais lu coup sur coup 2 livres qui parlaient l'un des Vésuviennes et l'autre des pétroleuses, et en gardant l'œil ouvert, j'ai trouvé plein d'autres exemples dans l'histoire d'abord et dans la vie courante aussi, d'où ma liste. L'an dernier, mon fil rouge de l'année avait été plus ou moins le travail, et je crois que celui de cette année va être la séparation. Donc je trouve intéressant d'ouvrir le bal avec quelques exemples de séparation par le vocabulaire. Parce que ce n'est jamais anodin, et ce n'est jamais uniquement une question de vocabulaire. Alors, c'est parti pour un épisode qui devait être très court, et finalement ne l'est pas tant que ça, parce que dès qu'on creuse un peu, il y en a des choses à dire. Alors, en avant pour le bingo des clichés misogynes. En commençant par les termes historiques, et les pétroleuses. Pétroleuse, c'est un terme qui qualifie une femme accusée d'avoir employé du pétrole pour allumer des incendies pendant la semaine sanglante de la Commune de Paris, donc nous sommes en 1871. Le terme ne s'emploie que extrêmement rarement au masculin, et quand on regarde les occurrences, c'est beaucoup pour désigner le peuple ou des enfants, donc encore moins pour désigner des hommes adultes bien identifiés. À noter que le terme pétroleur existe aussi au masculin, mais c'est un terme d'imprimerie, donc ça n'a aucun rapport avec la smoule. Pétroleuse, avant d'être récupérée par les féministes des années 1970 comme une figure révolutionnaire, c'était un terme très péjoratif. La pétroleuse, en plus d'être violente et incendiaire, elle est lubrique, ivrogne, malveillante, vulgaire. Fun fact, enfin, je crois, très peu de femmes insurgées, ou en tout cas beaucoup moins que les hommes, ont été arrêtées suite à la semaine sanglante. Et c'est peut-être entre autres parce que celles qui auraient dû l'être ne correspondaient pas au stéréotype de la pétroleuse, donc on les a pas remarquées. Ce stéréotype de la pétroleuse est ensuite repris par la littérature du XIXe siècle, surtout sous la plume d'hommes forcément, qui s'en donne à cœur joie dans les clichés misogynes et donc classistes. Des femmes incendiaires ? En réalité, les pétroleuses relèvent plutôt de la légende urbaine, du fantasme. Ça va revenir cette histoire. Car les historiens de la Commune de Paris n'ont pas identifié d'incendie volontaire avéré déclenché par des femmes, ni aucune femme condamnée ensuite pour incendie criminel. Par contre, ce qui est vrai, et à noter, c'est que des femmes ont participé au combat, que ce soit pour défendre leur quartier, leurs proches, ravitailler, soigner, plein de choses. Des femmes ont aussi été condamnées, mais plutôt pour avoir tiré, pas pour avoir commis des incendies. Et c'est sans parler des femmes qui ont été abattues sommairement comme les hommes pendant les combats par les soldats, indépendamment de ce qu'elles auraient fait ou non. Ce mot sert plutôt à faire peur. On parlait de rumeurs d'émeutes de bataillons entiers de pétroleuses qui arpentaient les rues, ce qui était complètement faux. Il sert aussi à décrédibiliser, à traiter à part les communardes. On parle de propagande versaillaise. Alors, je fais vite parce que la Commune mériterait un épisode à part entière. Versailles, dans le contexte de la Commune, désigne la Troisième République d'Adolphe Thiers, qui était planquée à Versailles pendant les soulèvements, et qui les a écrasés lors de la semaine sanglante. Pourquoi cette propagande ? Parce que des femmes qui foutent le feu, qui font la révolution, c'est contre nature, bien évidemment, c'est barbare, etc. La violence des femmes fait toujours peur au patriarcat. Il faut aussi rappeler que dans une période où les femmes n'avaient pas les mêmes droits, la Commune faisait des propositions qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de féministes ou à minima de plus paritaires, comme des pensions alimentaires en cas de séparation, la reconnaissance des enfants naturels, etc. Il ne fallait donc pas juste écraser physiquement le mouvement révolutionnaire, mais écraser les idées dans l'œuf.
C'est dans ce contexte que s'inscrit l'image de la pétroleuse. Parce que si la pétroleuse est contre nature, peut-être que ses idées égalitaires aussi. Avec ce mot, les femmes deviennent des boucs émissaires et on reporte toute la faute des destructions sur les insurgés alors qu'au moins une partie des incendies ont été causés par les obus incendiaires de Versailles. Ça permet aussi de mettre le paquet sur ces casseuses et prétendre qu'il n'y a pas de projet politique derrière. Oui, comme les manifs d'aujourd'hui, le sexisme en plus. Parce que si on commence à prendre au sérieux les femmes qui font la révolution ou de la politique, comprenez bien qu'on va pas s'en sortir. Ça aussi, ça va revenir. Dans son livre Mémoire La Commune, Louise Michel, elle-même communarde, évoque les légendes des pétroleuses et explique que c'est un mythe. Il n'y a pas de pétroleuses. Par contre, il y a des femmes qui se battent, elle, la première. Et aussi des mères exécutées justement à cause du mythe de la pétroleuse parce qu'on les soupçonnait d'être incendiaires, que ce soit vrai ou non, peu importe. Par contre, dans son même livre, Louise Michel elle-même assume totalement les incendies auxquels elle a contribué, tout en rejetant l'insulte de pétroleuse. Il faut donc bien faire le tri entre les combats des femmes d'un côté et le traitement de ces combats par le regard masculin, et qui plus est versaillais, donc opposant, de l'autre. Si tu as envie de t'intéresser au sujet, je te mets en description une courte vidéo de France Culture. Remontons maintenant un peu le temps pour passer à 1848. Le 19e siècle, si on l'appelle le siècle des révolutions, c'est aussi vraiment un bien beau siècle de merde pour les femmes, on n'a pas fini d'y revenir. Pour parler de la Vésuvienne, une figure sans doute moins connue aujourd'hui, en tout cas moi je connaissais pas trop avant de tomber dessus récemment, mais qui a fait couler beaucoup d'encre en son temps. Déjà, va pour les définitions. Vésuvien au masculin, c'est un adjectif qui signifie ce qui se rapporte au Vésuve, le volcan. Un mot qui doit servir très souvent à n'en pas douter. Et le nom commun vésuvienne, qui donc n'existe pas au masculin, désigne une femme adepte d'une doctrine révolutionnaire et tenue pour exaltée. Évidemment, une femme qui ferait de la politique rationnellement, quelle drôle d'idée. On retrouve nos vésuviennes pendant la révolution de 1848, déjà en train de vouloir s'aborder le code civil du phallocrate en chef Napoléon Ier, qu'on se coltine toujours de nos jours, en demandant des choses très saugrenues comme la légalisation du divorce ou l'accès à l'éducation, des revendications immédiatement ridiculisées et caricaturées, notamment sous la forme de la vésuvienne, la femme guerrière séductrice, voire débauchée et rebelle. Là encore, on mélange peur et fantasme. Mais on a aussi des femmes qui se revendiquaient de cette appellation tout en luttant contre les stéréotypes sexistes des journaux satiriques. Parce que cette idée de Vésuve, en fait, elle peut être à double sens. Pour les journaux satirico-misogynes, elles sont chaudes comme un volcan, vous avez la blague, c'est fin, hein. Mais pour celles qui veulent retourner le stigmate, elles représentent la lave et le volcan qui explose après avoir trop couvé sous la surface, mais qui peut ensuite donner une terre très fertile. Elles ont même un programme politique. Il s'appelle Les Vésuviennes ou la Constitution politique des femmes par une société de Françaises. Donc comme je disais, elles font plein de propositions. Elles peuvent aussi se prononcer notamment pour le mariage obligatoire, parce qu'on est à une époque où il y a beaucoup de filles-mères, de mecs qui tirent leur coup et les abandonnent, et donc ces filles-mères qui sombrent ensuite dans la pauvreté. Et, toujours pour obliger ces messieurs à assumer, elles proposent aussi le partage des tâches domestiques. Une idée qui avait de quoi terrifier ces messieurs, on imagine bien. Mais aussi le droit à l'instruction, le droit de vote. Et elles demandaient aussi à être incluses dans l'armée. On a ici une revendication féministe dont on parle beaucoup moins souvent de nos jours, mais qui était très importante à l'époque. Le droit de porter les armes au même titre que les hommes. Donc après la première salve de sexualisation de nos vésuviennes dont on a déjà parlé, une fois qu'elles ont posé leurs revendications, notamment le partage des tâches et le port des armes, c'est ce qui revient le plus dans une nouvelle série de caricatures qui va cette fois donner plus dans le registre de l'inversion des rôles, et cette fois les montre en train de ridiculiser, et pourrait même-t-on dire émasculer, leurs maris qui sont représentés contraints de s'occuper de leurs enfants. Oui, je sais, c'est insoutenable. Plus sérieusement, dans une belle pente glissante, les caricatures misogynes reflètent les vraies peurs. Si les hommes restent à la maison s'occuper de leurs gosses pendant que leurs femmes sortent, notamment pour faire leur service militaire puisque c'est de ça qu'on parle, ces mêmes hommes vont vite finir cocus et leurs épouses débauchées,
Voire, elles vont se mettre à battre leurs époux comme de vrais hommes, ce qui est aussi motif à ridicule pour ces gens-là, parce que c'est vrai que c'est rigolo, les violences conjugales. Ça, en miroir, ça permet de rappeler que la figure de la bonne épouse et de la bonne mère, dévouée à son époux et ses enfants, qu'on a bien naturalisé depuis, n'a rien de naturel. C'est un outil de contrôle des femmes, de leur corps, mais aussi de leur temps. Et pendant qu'on dit tout ça, pendant qu'on se marre grassement avec ces chaudasses débauchées et castratrices, on n'est pas en train de parler du fond des revendications. On réduit les aspirations féminines à l'image caricaturale qu'ont les hommes de ce que ces femmes doivent bien vouloir pour de vrai, au lieu de s'intéresser aux revendications réelles telles qu'elles sont posées noir sur blanc. Je te mets en source un article complet qui analyse aussi pas mal d'images satiriques dont j'ai parlé, si tu veux creuser ou les regarder par toi-même. Ensuite, on remonte encore un petit peu dans le temps avec les tricoteuses. Elles, on en avait déjà parlé pendant l'épisode 7 sur la grève. Dans cet épisode, on parlait entre autres de l'effacement systématique des mouvements de femmes. Et avec les tricoteuses, on est ici dans le contexte de la Révolution française de 1789, où contrairement à l'image d'Épinal que le grand roman national veut bien nous brosser aujourd'hui, les femmes étaient super impliquées. Forcément, elles étaient aux premières loges de la dégradation des conditions de vie. Elles voyaient bien le prix du pain augmenter vu que c'est elles qui s'occupaient de la bouffe. Elles ont donc participé à la Révolution et sont même allées chercher le roi à Versailles, un épisode souvent détourné en dérision par les historiens qui trouvaient l'épisode proprement ridicule, soit on allait sous-entendre que c'était des hommes déguisés en femmes, soit on allait dépeindre ces révolutionnaires comme des harpies ou des poissardes. Dans tous les cas, ça dépolitise à tour de bras. Au début de la Révolution, il y avait beaucoup de revendications pour l'amélioration de la condition des femmes. Mais ensuite, très vite, les hommes révolutionnaires ont évincé les femmes des votes, des débats, ont retiré tous les droits aux femmes, quoi qu'en disent les fanatiques du « le masculin fait le neutre et englobe le féminin », la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça n'incluait pas les femmes, du tout. Et donc ensuite, après tout ce processus, on taxe de tricoteuses celles qui s'obstinaient à assister au débat même si on leur avait retiré le droit à la parole. Des femmes qui s'intéressent à la politique, quelle idée, on aura tout vu. Alors qu'en fait, ces tricoteuses dans les gradins, ça montre bien que même sans droit, les femmes faisaient quand même de la politique et s'y intéressaient. Ces femmes étaient par ailleurs très actives dans les clubs jacobins. L'appellation de tricoteuse, elle apparaît en 1793 et elle va finir par désigner toutes les femmes du peuple impliquées dans la Révolution. Oui, les femmes populaires spécifiquement, qui avec ce mot sont mises à part, des hommes, certes, mais aussi des femmes nobles. Le tricot, c'est aussi un geste populaire. Dans l'image qu'on en a, les élégantes font plutôt de la broderie. Le tricot, c'est aussi un geste qui est censé se faire à la maison apparemment et pas sur la place publique. Et au fur et à mesure, un mythe se construit. Les tricoteuses ont fini par les associer au sang, à la guillotine. Elles deviennent, on ne sait trop comment, des monstres assoiffés de sang dans la littérature du 19e, oui, encore, toujours pour accentuer la violence soi-disant contre nature des femmes. Donc, en plus d'être sexiste, la tricoteuse, c'est aussi un mythe contre-révolutionnaire, pour faire passer la révolution comme une gigantesque hystérie avant l'heure. Oui, tu penses bien que l'hystérie, on va en reparler vu le thème de l'épisode. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Déjà, on préfère ridiculiser les tricoteuses que ridiculiser les hommes qui privent les femmes de droits politiques. Ensuite, on veut renvoyer les femmes, ici, du peuple, au foyer. Si tu voulais tricoter, fallait rester chez soi. On insulte aussi leur intelligence, parce qu'on présume que les femmes ne sont pas capables de suivre les débats politiques. J'imagine que ces hommes pensaient que quand on tricote, on n'est pas capable de faire autre chose, alors que tricoter n'a jamais empêché de discuter, réfléchir, écouter, à part à la rigueur quand on est grande débutante et qu'on a emmené sa plotte, mais c'est pas de ça qu'on parle là. Et aussi, rappelons que de nos jours, c'est peut-être moins vrai, mais à l'époque, c'était un travail indispensable pour fabriquer des vêtements, le tricot. Et donc, on trivialise ce geste essentiel. Et sans rapport, mais moi, quand je pense aux tricoteuses, je pense toujours à Miss Marple, en tout cas dans les adaptations que j'en ai vues, qui joue un peu sur ce cliché de la mamie qui tricote dans son coin et qu'on pense stupide ou pas capable de faire autre chose en même temps, alors qu'elle n'en rate pas une, et finit par ridiculiser tous ces messieurs bien sûrs d'eux. Je connais pas trop la jeunesse du personnage, mais dans mon canon personnel, Miss Marple, c'est un joli retournement du stigmate des tricoteuses. Rappel,
Dans nos 3 cas, que ce soit les pétroleuses, les vésuviennes ou les tricoteuses, parler de féminisme serait anachronique parce que le mot prend le sens qu'on lui connaît en 1882. Avant de poursuivre et d'enchaîner avec les mots de la vie quotidienne, et puisqu'on est dans les travaux d'aiguille, je voulais parler vite fait du mot anglais spinster. Spinster, en anglais, ça signifie la vieille fille, au sens de femme célibataire. Donc, comme la place naturelle d'une femme est à côté d'un homme, c'est forcément un terme péjoratif sans équivalent masculin. Mais, et c'est là que ça nous intéresse, à l'origine, ça veut pas dire ça. Spinster, au sens premier du terme, c'est la fileuse. Donc un terme très factuel, pas connoté négativement, qui désignait une femme dont le métier est de filer, par exemple la laine. On l'a associé aux femmes célibataires, parce qu'à l'époque, on est ici plutôt vers le XVIIe siècle, en tout cas avant la révolution industrielle qui change la donne, fileuse, c'est un des rares métiers respectables qui était ouvert aux femmes célibataires et qu'une bonne fileuse était capable de subvenir à ses besoins, donc d'être indépendante. Donc finalement, on dirait rétrospectivement que c'est même plutôt badass comme truc. C'est quand on veut rogner sur cette indépendance des femmes que le mot devient péjoratif. Et quand le métier de fileuse disparaît avec la révolution industrielle, tiens, revoilà le 19e siècle, le mot spinster, lui, reste, et vient à désigner toute femme non mariée ayant passé l'âge habituel du mariage. Avec cette idée péjorative que si t'es pas marié, c'est forcément que personne n'a voulu de toi, et donc que tu es difficile, en plus d'être périmé, et comme il était difficile pour une femme de subvenir seule à ses besoins vu les écarts de rémunération, tu deviens un fardeau pour ta famille. On continue avec les mots de la vie quotidienne, en commençant par les hystériques. J'ai déjà fait tout un épisode sur le sujet, c'était l'épisode 10, ouais ça commence à remonter, mais ce mot-là, contrairement au précédent, il est indémodable, et encore très en vogue aujourd'hui, donc je ne pouvais pas faire l'impasse dessus. Je vais pas détailler pour ne pas répéter l'épisode 10, notamment tout le laïus sur la psychanalyse, le girouettisme de Freud et tout ça, et je t'invite plutôt à l'écouter parce que j'avais fait pas mal le tour. Mais en bref, dès le départ, l'accusation d'hystérie vise les femmes. Parce qu'étymologiquement, hystérique vient du grec hystéra, l'utérus, même si l'utérus n'a franchement aucun rapport là-dedans. Donc dès la racine du mot, on généralise et on sous-entend que quand même au fond, toutes les femmes sont un peu folles par nature, et qu'apparemment c'est un motif suffisant pour ne pas les écouter. Après, certains hommes peuvent avoir aussi l'étiquette d'hystérique, mais en général ça va être des hommes qui ne rentrent pas dans les codes de la masculinité conventionnelle. C'est-à-dire des hommes rationnels, froids et non gouvernés par leurs émotions. La bonne blague. On est sur cette séparation encore entre raison et émotion avec une supériorité de la raison que je conteste depuis le premier épisode de ce podcast. L'hystérique, c'est celle qui se laisse gouverner par ses émotions et donc ne doit pas être écoutée. C'est une expression qui encore aujourd'hui permet de délégitimer toutes les plaintes ou accusations, surtout les pires, comme les violences sexuelles ou l'inceste. Cette menace de l'accusation d'hystérie, ça nous oblige à nous surveiller pour ne pas être trop. Il ne faut pas crier, pleurer, bafouiller, perdre tes mots si tu veux être prise au sérieux, il faut rester froide et rationnelle. Il faut pas t'énerver quand un patriarche paternaliste se fout de ta gueule, t'infantilise, te rabaisse, te coupe la parole ou te contredit alors qu'il sait même pas de quoi il parle. Et c'est fatigant, cette hypervigilance, ce refoulement permanent. On nie l'existence des émotions et par extension des choses qui nous font ressentir ces émotions. C'est un cercle vicieux en plus parce que les débordements d'émotions se produisent quand on les refoule. Et la peur d'être taxé d'hystérique nous pousse à refouler, donc risquer encore plus que ça déborde derrière. Tout comme les caricatures misogynes dans les journaux et tout ce qu'on a vu jusqu'ici, l'accusation d'hystérie évite d'avoir à écouter et croire le fond du problème. Pour la partie qui suit, nous recommandons le port d'écouteurs ou l'éloignement des enfants. Ou alors préparez-vous à devoir répondre à quelques questions, c'est vous qui voyez. Parce qu'on va parler de la Sainte Trinité, des nymphomanes, frigides et mal baisés. C'est bon, les écouteurs sont mis, on y va. On va commencer par les frigides. Je ne vais pas rentrer dans les considérations médicales de la frigidité, et plutôt parler de l'insulte de la vie courante, parce que sinon l'épisode durerait 3 heures, mais je trouvais logique d'enchaîner la frigidité après l'hystérie, vu que qui c'est qu'on retrouve encore caché derrière un buisson ? Eh bah ouais, ce bon vieux Freud.
On s'est très tôt intéressé à la frigidité et à l'impuissance, de tout le monde d'ailleurs, parce que c'est un obstacle au mariage et à la procréation, et donc un drame pour le réarmement national et tout ça. Et notre bon vieux Freud, ensuite, il nous a sorti une de ses idées de génie dont il a le secret. Il associe le clitoris à la sexualité infantile, alors que vraie femme adulte ne jouit que par le vagin, donc faut plus toucher. Il nous explique, sans trembler des genoux, que le clito est un petit pénis castré auquel il faut renoncer pour être une vraie femme. Alors que malgré sa, en général plus petite taille, il est plus innervé et donc plus sensible que le pénis. Je parle bien du clito, pas de Freud, on pourrait confondre. Et il n'a aucun autre intérêt biologique que l'orgasme. Jaloux, Sigmund ? Paf ! Je diagnostique aux hommes un désir de clitoris. Rapport au fait que Freud affirmait que les femmes ont un désir de pénis qui leur pourrit la vie. Oulala, je me suis complètement écartée de mon sujet, moi. C'était pas un épisode sur l'histoire de la psychanalyse, même si c'est tentant. Donc, la frigidité médicale peut toucher tout le monde, mais le mot « frigide » n'est une insulte en général que pour les femmes. Alors, petite parenthèse pour nuancer, sans doute que l'absence de désir pour un homme relève plus du tabou, ce qui est un problème en soi, mais un tout autre sujet dont on ne va pas parler ici. Donc c'est vraiment à cette insulte que j'ai envie de m'intéresser ici. Pourquoi c'est une insulte ? Regardons l'entrée du dictionnaire critique du sexisme linguistique qui nous en parle. C'est une insulte parce que l'absence d'orgasme ou le refus du sexe à un homme sont mal vus. La femme est dite frigide, coincée, mal baisée, ce n'est jamais une question de choix, c'est-à-dire un refus de coucher avec l'insulteur, ou d'incompétence masculine si elle fait l'étoile de mer et la liste des courses tellement elle se fait chier. L'accusation de frigidité est indissociable de l'hétéronormativité. Ça veut dire le fait qu'on présume que le sexe, c'est un homme avec une femme. Les femmes sont censées être toujours sexuellement disponibles pour le plaisir des hommes, par la pénétration des femmes. Et c'est là qu'on retombe sur notre mythe de l'orgasme vaginal qui serait mieux que le clitoridien, un mythe qui a bridé et bride toujours la sexualité de nombreuses femmes. On est frigide quand on ne jouit pas par la pénétration, le reste ne compte pas. Les femmes frigides rejettent leur place de vraies femmes. Et les femmes qui ne jouissent pas normalement ont forcément un problème. Alors, peut-être pas celui qu'on croit. C'est ça qui nous amène à l'insulte des mal baisés. Une insulte qui, en fait, ne vise pas vraiment les performances sexuelles, mais plutôt, une fois encore, les femmes qui ouvrent leur gueule. Notamment les féministes et ou lesbiennes. C'est cette idée que si elles étaient satisfaites sexuellement, elles n'auraient magiquement plus aucune raison de se plaindre de quoi que ce soit, et elles adoreraient les hommes. Au passage, les féministes ne haïssent pas les hommes, et ça, on en parle dans l'épisode 29. Mais j'ai quand même envie de prendre l'insulte mal baisée au pied de la lettre 2 secondes parce que c'est intéressant. Dans Game Over, Lucia Silic nous parle des études sur le orgasm gap, qu'on pourrait traduire par fossé orgasmique. Et selon une étude aux États-Unis, les femmes lesbiennes atteindraient l'orgasme toujours ou habituellement, plus souvent, c'est-à-dire dans 86% des cas, que les femmes bi ou hétéros, avec 66 et 65% respectivement. Sachant que pour comparaison dans la même étude, nous avons donc pour l'équipe des non-clitoris 95% pour les hommes hétéros, 89% pour les gays et 88% pour les bi. Là, c'est la différence entre les lesbiennes d'un côté et les bi et hétéros de l'autre qui nous intéresse. Ça montre bien que le problème de l'orgasme et donc du malbaisage n'est pas seulement mécanique. Je me demande du coup, qu'est-ce que ça pourrait être ? Et c'est là que l'insulte de mal baisé prend tout son paradoxe. Parce qu'une lesbienne pourra très facilement être traitée de mal baisée, puisqu'elle n'est pas baisée par un homme, c'est un peu le principe. Et même que c'est pour ça que soi-disant elle déteste les hommes, en tout cas dans la tête de ces hommes qui se sentent rejetés par l'absence de désir de ces femmes lesbiennes pour eux. Alors qu'on voit que, statistiquement, factuellement, les lesbiennes ont moins de chances de l'être mal baisées. Pas très rationnel tout ça, messieurs. Aussi, ce qui m'éclate dans cette insulte, c'est qu'elle fait reporter la faute sur la femme. Mal baisée au masculin, c'est quand même pas très courant. Alors que bon, si c'est vrai qu'elles le sont, c'est la faute à qui ?
Le plus souvent, la faute à l'incompétence ou l'indifférence masculine, la pression sociale, l'absence d'éducation au corps des femmes et des femmes à leur corps, et qui s'appelle Rio, patriarcat. Remarque sérieuse ce coup-ci, petit rappel en dehors des clichés sexistes parce que je pense que c'est important. Il ne faut pas confondre les mal baisés par incompétence masculine ou méconnaissance du corps, faute d'éducation, etc., qui peut pour certaines être vécu comme un problème qu'on voudrait résoudre, et de l'autre, les problèmes médicaux, ou encore et surtout je voulais insister sur la sexualité, qui correspond à une absence de désir sans que ce soit vécu comme un manque ou un problème. Quand on est dans ces insultes de frigide et mal baisé, tout va être fourré dans le même sac par certaines personnes, mais on parle bien de choses différentes qui, dans la vraie vie, ne méritent pas d'être sujets à rigolade ou moquerie. Bref, maintenant que c'est dit, on continue. Parce que comme ça va jamais, si t'es pas frigide, ton problème, c'est peut-être que t'es nympho. Pour cette section, je suis partie d'un reel plutôt bien fait de Mélissa Amneris, que je te mets comme toujours avec les sources. Elle part du dictionnaire de l'Académie française, un choix que je trouve toujours très judicieux, qui ne nous déçoit jamais, et qui nous dit que la nymphomanie est l'exaspération de l'appétit sexuel chez une femme, point à la ligne. Et il y a des choses à dire sur cette définition, évidemment, c'est le dico de l'Académie française, vous croyez quoi ? Déjà, on nous parle d'un truc qui n'existerait que chez une femme. Ça part mal. La définition ne nous précise pas non plus que c'est un concept historique périmé et qu'au XXIe siècle, c'est une insulte et pas un terme sérieux parce que la nymphomanie a été sortie des classifications psychiatriques. C'est fait, on n'en parle plus. Avis aux académies misogynes, mettez votre daube à jour, on vous paye bien assez comme ça. Donc, les nymphomanes, c'est un peu le contraire des frigides, c'est celles qui en veulent trop. Ce qui nous laisse supposer qu'il est censé y avoir une juste quantité de désir sexuel normal, chez les femmes seulement, et que visiblement la corde est raide, si vous me passez l'expression. L'équivalent masculin n'existe pas en tant que tel, parce que ce qui a toujours posé problème chez les hommes, et aujourd'hui les femmes sont censées être traitées à la même enseigne, c'est ce qu'on pourrait appeler l'addiction au sexe, c'est les comportements compulsifs qui n'ont plus rien à voir avec une forme de relation sociale et qui interfèrent avec la vie quotidienne. Ce qui n'a absolument rien à voir avec le fait de se voir qualifié de nympho, même si c'est un problème bien réel qui mérite un accompagnement tout aussi sérieux. Ce qui n'est pas le cas du concept de nymphomanie, qui lui émerge au XVIIIe siècle et va devenir une question médicale de premier ordre, je vous le donne en mille, au XIXe siècle, toujours le XIXe. Parce que c'est une menace pour l'ordre social et moral. Parce qu'ici, le problème, c'est un désir sexuel qui sort du cadre de la reproduction. Évidemment, c'est encore la faute au clitoris qui en prend pour son grade. La masturbation est interdite, bon, ça, c'était un peu pour tout le monde, et on procède même parfois à des ablations du clitoris pour calmer le jeu et recentrer la sexualité sur la vraie, celle des vraies femmes, la sexualité vaginale. Oui, Freud nous colle encore au basque. La nymphomanie, c'est punir ce qu'on va considérer comme de l'excès, mais de l'excès du point de vue de qui ? Et mine de rien, ça favorise aussi la culture du viol. La bonne victime, elle est chaste. Si tu aimais le sexe, tu peux pas te plaindre de ce qui t'arrive, tu l'as bien cherché. En tout cas, tu n'es pas crédible, puisque tu ne contrôles pas ton corps et tes désirs sexuels. De la nymphomane à la frigide, on voit que la ligne sexuelle acceptable est très très fine. Pour citer Mélissa Amneris, celle qui désire, on la juge, celle qui ne désire pas, on la force. Ces deux extrêmes ont pour point commun le contrôle des corps, des désirs des femmes, mais aussi leur médicalisation permanente, qui nous pousse à nous demander « et comment je sais si je suis trop ou pas assez, et j'ai besoin de conseils, et tout ça », ce qui permet aussi de vendre des articles, des accompagnements, des solutions, tout ce qu'on veut. Tout en cherchant le problème, si vraiment problème il y a, dans les clitoris et autres utérus, et pas ailleurs, surtout pas ailleurs. Ensuite, je voulais parler des mégères. Le mot mégère vient de Mégaéra, une des 3 furies, déesse symbolique de la vengeance, et qui vient ensuite désigner une femme méchante et emportée, et par extension toute femme un peu casse-couille qui râle parce que son mari ne fait pas sa part des corvées ménagères. Tiens, les revoilà celle-là. On voit ici que la colère est une émotion bien genrée. Quand je disais plus haut que les hommes prétendent ne pas être gouvernés par leurs émotions, contrairement aux femmes, j'ai un peu gloussé. Et je vais m'expliquer maintenant. J'ai gloussé parce que c'est complètement faux pour la colère.
La colère, c'est masculin, donc une femme qui râle, c'est pas bien élégant. Soit elle est hystérique, soit, et remarque ça peut peut-être même être les deux, plutôt dans la sphère intime, c'est une mégère. La mégère, c'est une furie au sens mythologique. Les furies, c'était 3 vierges aux ailes rapides, coiffées de serpents, nées du sang d'Uranus. Donc déjà, c'est plus vraiment des femmes au sens humain, je veux dire. Un homme qui se fâche, il n'y a pas vraiment de mots, il va être colérique, mais c'est tout. On présumera même souvent qu'il a de bonnes raisons d'être en colère, jusqu'à preuve du contraire. La figure de la mégère domestique, caricaturée à l'extrême avec ses bigoudis et son rouleau à pâtisserie, elle court-circuite toute velléité de revendication. Quand on est marié à une mégère, on reçoit la sympathie de la gente masculine, et on n'a pas à se demander si elle a pas un petit peu raison quand même, si on pourrait pas faire un petit peu plus d'efforts pour être un mari et un père digne de ce nom. On est dans son bon droit, et on va vous plaindre. Côté épouse, ça nous met plus ou moins inconsciemment devant un choix injuste. Soit devenir une figure détestée si on veut un minimum de justice, je sais pas moi, ne pas se farcir toutes les corvées toute seule, recevoir un minimum de respect par exemple. Soit on va accepter plein d'injustices petites et grandes si on veut pas tomber dans le cliché de la mégère et préférer son contraire, la douce épouse qui aime s'occuper de son foyer et ne se met jamais en colère. Hasard de l'étymologie, seules 2 petites lettres séparent la mégère de la ménagère. Et puisqu'on parle de ménage, on va finir avec les maniaques, que j'ai mis à la fin parce que, ok d'accord, celui-là peut un tout petit peu plus souvent désigner les hommes. Mais quand on parle de ménage, si je te dis « pense à une personne maniaque », il y a quand même de fortes chances que tu penses d'abord à une femme. Vu que 75% des tâches ménagères sont faites par des femmes dans les couples hétéros, c'est pas étonnant. Mais pourquoi c'est intéressant de gratter ce mot quand même, et surtout quand il est adressé à des femmes, dans le contexte des tâches ménagères, puisque depuis les Vésuviennes, on n'a pas beaucoup avancé. Étymologiquement, maniaque, ça veut dire fou, et par extension, obsessionnel compulsif. Ça désigne aussi, aujourd'hui, par extension, une personne, souvent une femme, qui fait un peu trop bien le ménage. Pourquoi c'est un problème ? Parce qu'en fait, on est en train de pathologiser quelque chose qui est pourtant attendu de toute femme qui se respecte. La ligne est très fine entre être une malade du ménage, donc maniaque et folle, et une femme désordonnée qui ne sait pas tenir sa maison, qu'on qualifiera de bordélique, avec une référence à la prostitution qui n'est jamais un compliment dans notre société putophobe. La propreté, l'hygiène, c'est quelque chose qu'on inculque spécifiquement aux filles. Tu garderas jamais un mari si tu tiens pas mieux ta maison que tu ne ranges ta chambre. C'est la responsabilité des femmes dans les couples hétéros. Et donc, ça n'a pas beaucoup changé depuis les revendications des Vésuviennes dont on a parlé tout à l'heure. Cette pression sur le ménage, ça cache qu'on estime que l'état normal d'une maison, c'est l'ordre et la propreté. Ce qui est complètement con quand on y pense 2 secondes. L'état naturel des choses, c'est plutôt le désordre, surtout quand on a des enfants en bas âge. Si on y pense, c'est aussi un peu ce qui se cache derrière l'opposé de la maniaque, des expressions comme fédulogie, encore un mot qui ne désigne pas les hommes. Une idée que la maison est tenue un peu magiquement, c'est trop bien, ça se voit pas, ça se fait tout seul, mais en tout cas c'est toujours fait et c'est ça qui compte. C'est en analysant la fédulogie qu'on comprend peut-être un peu trop le problème de la maniaque. Parce que quand on dit que c'est un état normal, l'ordre et la propreté, on dit qu'on n'est pas censé faire trop d'efforts pour y arriver. Entendons par là honnêtement, c'est qu'il ne faut pas que les efforts se voient. Tu dois être naturellement ordonné, c'est pourtant pas compliqué, non ? Et donc si tu fais des efforts qui se voient, et surtout que ces efforts gonflent les autres, pire, si tu mets les autres à contribution, c'est là que t'es maniaque et que t'as un problème. Je voulais finir pour la conclusion sur un petit dernier en anglais dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 31 sur l'entraide. Le mot gossip, qui signifie commérage et qui, comme notre spinster, a changé de sens au fil des siècles. Au Moyen-Âge, le mot gossip voulait dire une amie très proche. Ce n'est que plus récemment que gossip prend un sens péjoratif, parce que maintenant, des femmes qui parlent entre elles, ce n'est plus un signe d'amitié et de proximité, mais c'est une présomption de malveillance. Cette transformation de la langue et du sens des mots, elle permet ici de dévaloriser et déshumaniser les femmes, les activités collectives des femmes, ici l'échange et la communication. Bref, comment conclure ? Peut-être en rappelant que la langue, le vocabulaire, c'est pas anodin. Que ce soit quand on veut interdire la féminisation d'un mot, coucou autrice,
ou au contraire n'employer des mots que au féminin. Dans tous les cas, il est intéressant d'aller gratter ce que ces mots cachent. Que ce soit des vraies revendications politiques de femmes, que ce soit le droit de vote ou juste le droit de lire tranquille sur un banc sans se faire emmerder, ou les peurs inavouées des hommes, en particulier la peur de perdre le contrôle. Et si t'as d'autres suggestions pour ma petite liste, je suis preneuse. M'ont inspiré pour cet épisode La Commune de Louise Michel, la vidéo Entre misogynie et mépris de classe, le mythe de la pétroleuse de la Commune de France Culture, l'article La caricature entre République et censure, les Vésuviennes, les femmes soldats dans la société de 1848, des presses universitaires de Lyon, Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, Game over, pour en finir avec les arguments scientifiques sexistes et périmés de Lucia Selig, Le dictionnaire critique du sexisme linguistique, un ouvrage collectif sous la direction de Suzanne Zacour et Michael Lessard, et le reel Instagram de Mélanie Amneris sur les nymphomanes. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!